Épisode 2, Racines et ruines, comment la politique et la culture façonnent le destin d'Haïti. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons entrer plus profondément dans l'histoire spirituelle, politique et karmique d'Haïti. Nous allons regarder cette nation non seulement comme un pays marqué par les crises, mais comme une terre qui porte une mémoire, une douleur, une mission et une grande leçon pour l'humanité. Avant que cette île ne porte le nom d'Haïti, avant que les voiles de la conquête et de l'esclavage ne touchent ses rivages, elle était connue sous le nom de Quisqueya, ce qui signifie, selon certaines traditions, la mère de toutes les terres. Cette terre était habitée par les Taïnos et les Arawaks, des peuples qui vivaient en relation avec la nature, avec les cycles de la terre, avec les forces invisibles et avec les traditions de leurs ancêtres. Leurs prêtres et guérisseurs, appelés béiques, n'étaient pas là pour dominer les hommes. Ils étaient plutôt des serviteurs de l'équilibre. Ils connaissaient les herbes. Ils utilisaient les chants. Ils accordaient une grande importance aux rêves, aux symboles, aux esprits de la nature et aux semis. Leur spiritualité n'était pas une spiritualité morte ou théorique. Elle était pratique. Elle cherchait à guérir le corps, à apaiser l'âme et à rétablir l'harmonie entre le monde visible et le monde invisible. Mais toute civilisation passe par des cycles. Elle naît, elle grandit, elle atteint un sommet, puis elle commence à décliner. Les Taïnos et les Arawaks ne firent pas exception. À la fin de leur époque, leur force spirituelle avait commencé à s'affaiblir. La pureté originelle s'était obscurcie. Certaines pratiques les éloignaient de l'harmonie première, notamment des sacrifices offerts pour apaiser les forces élémentales. Cette dégénérescence morale et spirituelle entraîna des conséquences karmiques. Car, lorsqu'un peuple s'éloigne de la loi divine, lorsqu'une civilisation cesse de vivre en accord avec la justice, l'équilibre et la conscience, la loi de cause et effet commence à agir. Puis vinrent les Espagnols. L'arrivée des Espagnols marqua le commencement d'un cycle terrible d'oppression. Les peuples autochtones furent soumis au travail forcé. Beaucoup moururent sous la violence, les maladies, l'exploitation et la brutalité du système colonial. Lorsque les peuples originaires furent presque anéantis, de nouvelles chaînes furent forgées à travers l'océan. Des milliers et des milliers d'Africains furent arrachés à leurs terres, à leurs familles, à leur culture, puis amenés sur cette île pour travailler dans les plantations. Ainsi, la terre absorbait la sueur, le sang, les larmes et les cris silencieux du désespoir. Ces blessures ne disparaissent pas simplement avec le temps. Elles restent imprimées dans la mémoire d'un peuple. Elles restent dans l'âme de la nation. Elles deviennent une partie de son héritage karmique. Plus tard, l'histoire retiendra la révolution haïtienne comme l'une des plus grandes insurrections de l'histoire humaine. Des hommes et des femmes, réduits en esclavage, se levèrent contre la domination coloniale. Ils affrontèrent les armées de la France, l'une des puissances les plus fortes de l'époque. Sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, Haïti gagna son indépendance. En 1804, cette terre devint la première république noire du monde moderne. C'était une victoire immense, une victoire de courage, de sacrifice et de volonté. Mais cette victoire fut rapidement blessée par la trahison. Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation, fut assassiné par ses propres compatriotes en 1806. Cet acte ne fut pas seulement un événement politique, ce fut une blessure profonde dans l'âme d'Haïti. Après sa mort, l'unité fragile de la jeune nation se brisa. Henri-Christophe établit un royaume au nord. Alexandre Pétion gouverna une république au sud. La nation qui venait à peine de naître se divisa déjà en deux directions. Ainsi, la semence de la division fut plantée, la méfiance, la rivalité, l'ambition personnelle et la trahison commencèrent à ronger les fondations du pays. Entre 1806 et 1915, Haïti connut plus de 20 présidents. Très peu arrivèrent au pouvoir par la volonté libre et organisée du peuple. Beaucoup saisirent l'autorité par la force, par les coups d'État, par l'exil de leurs adversaires ou par le sang. Assassinat, trahison, renversement et dictature devinrent presque le rythme de la vie politique. Les institutions restèrent faibles, les ambitions personnelles passèrent souvent avant le bien commun. Mais il ne faut pas regarder cela seulement comme un chaos politique. Il faut comprendre qu'il y avait aussi une loi plus profonde à l'œuvre. La loi du karma agit sur les individus, mais elle agit aussi sur les nations. Une nation qui porte des blessures non guéries attire souvent des dirigeants qui reflètent ces blessures. Une société remplie de méfiance produit des chefs méfiants. Une société dominée par la corruption produit des chefs corrompus. Une société qui ne respecte pas la vérité finit par être gouvernée par le mensonge. À cela s'ajouta le poids terrible de la dette imposée par la France. En 1825, la France exigea d'Haïti une dette d'indépendance de 150 millions de francs. En d'autres termes, on demanda aux Haïtiens de payer pour une liberté qu'ils avaient déjà gagnée par leur sang. Cette dette fut une nouvelle chaîne. Elle appauvrit la nation, fragilisa son économie et renforça sa dépendance envers l'étranger. Haïti avait brisé les chaînes de l'esclavage physique, mais elle fut ensuite enchaînée par la pauvreté, par la dette et par le contrôle extérieur. Puis vint l'occupation américaine de 1915 à 1934. Après le lynchage du président Wilbrun Guillaume Sam en 1915, les États-Unis envahirent Haïti. Pendant 19 ans, le pays fut occupé. Oui, certaines routes furent construites,
Oui, l'administration fut centralisée, mais le prix fut très lourd, la souveraineté nationale fut blessée. Après l'occupation, il resta dans la mémoire collective un sentiment d'humiliation, d'amertume et de dépendance. Plus tard, Haïti connut les dictatures des Duvalier. En 1957, François Duvalier, appelé Papadoc, prit le pouvoir. Avec les tontons Macoute, il régna par la peur, la répression et le silence. Après sa mort, son fils Jean-Claude Duvalier, appelé Baby Doc, continua ce régime jusqu'en 1986. Pendant près de 30 ans, le peuple haïtien endura la peur, la violence, la corruption et la cruauté politique. Ces années montrèrent encore une fois que lorsqu'une nation ne guérit pas ses blessures, elle peut tomber sous le poids de chefs qui incarnent ses propres ténèbres collectives. Depuis 1986, Haïti a tenté d'entrer dans une nouvelle période démocratique. Mais l'instabilité a continué. Jean-Bertrand Aristide, premier président démocratiquement élu, fut renversé 2 fois. Les interventions internationales apportèrent parfois une paix temporaire, mais jamais une véritable transformation. Le XXIe siècle apporta encore de grandes épreuves, la crise politique de 2004, le tremblement de terre dévastateur de 2010, puis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. La violence, la faiblesse des institutions, les luttes de pouvoir et les ingérences étrangères continuent de hanter cette terre. Dans l'histoire d'Haïti, plusieurs présidents furent assassinés, exécutés ou tués en fonction. Jean-Jacques Dessalines fut assassiné le 17 octobre 1806. Sylvain Salnave fut exécuté le 15 janvier 1870. Michel Cincinnatus, le comte, mourut dans l'explosion du Palais national le 8 août 1912. Villebrun Guillaume Sam fut lynché par la foule le 27 juillet 1915. Jovenel Moïse fut assassiné par des hommes armés le 7 juillet 2021. Il est important de noter ce chiffre. 5 présidents tués dans l'histoire d'Haïti. Dans la science ésotérique, le chiffre 5 correspond à la justice, au cinquième arcane du tarot, à la loi du karma. Ce n'est pas un hasard. Le nombre 5 révèle ici une vérité profonde. Nul dirigeant, nul peuple, nulle nation ne peut échapper éternellement à la balance de la justice divine. Mais il faut aussi regarder plus profondément la population haïtienne actuelle. Du point de vue spirituel, une âme qui a une dette envers un pays peut renaître dans ce même pays pour apprendre, servir et payer ce qu'elle doit. Les Espagnols, les Français et toutes les puissances qui ont profité d'Haïti ont laissé sur cette terre de profondes blessures. Certaines âmes qui ont autrefois dominé, exploité ou abusé de ce pays peuvent revenir aujourd'hui sous une identité haïtienne, non plus pour commander, mais pour servir. Ce renversement est une forme de justice karmique. Celui qui donnait des ordres hier peut recevoir des ordres aujourd'hui. Celui qui a humilié peut être humilié. Celui qui a exploité peut connaître l'exploitation. Mais cela explique aussi pourquoi certains dirigeants ne peuvent pas vraiment transformer Haïti. Leur rôle profond n'est pas toujours de libérer, mais parfois de servir des forces extérieures, parce que leur dette karmique les place dans cette position. Depuis 2 siècles, le même schéma revient. Les noms changent, mais la mentalité reste souvent la même. Beaucoup entrent dans le pouvoir non pour servir la nation, mais pour s'enrichir, protéger leur famille, envoyer leurs proches à l'étranger et abandonner le peuple à sa souffrance. Voilà pourquoi le cycle continue. La leçon n'a pas encore été apprise. Tant que nous refusons de voir la vérité, Haïti restera prisonnière de la répétition. Tant que nous pensons que le problème est seulement politique, nous ne verrons pas la racine. Haïti porte un drame karmique avant d'être une simple crise politique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, là où il y a beaucoup de souffrance, il peut aussi naître une grande lumière. Le changement commence en nous. Aucune nation ne peut véritablement changer si son peuple ne change pas d'abord. Pour avoir un président honnête, il faut former des citoyens honnêtes. Pour avoir un premier ministre sage, il faut cultiver la sagesse dans les familles. Pour avoir un chef de police juste, il faut enseigner la justice dans les quartiers. Pour avoir des guides spirituels sincères, il faut que les individus cherchent eux-mêmes la vérité. Le changement ne commence pas au palais national, il commence dans le cœur, il commence dans la maison, il commence dans la manière dont nous parlons à nos enfants, il commence dans la manière dont nous traitons nos voisins. Il commence dans notre capacité à dire la vérité, à refuser la corruption, à respecter la vie, à travailler avec dignité, à aimer notre peuple et à servir sans chercher seulement notre intérêt personnel. Si nous continuons à vivre dans l'égoïsme, la jalousie, la haine, la trahison et le mépris les uns envers les autres, le cycle karmique ne sera jamais brisé. Mais si nous commençons à vivre avec amour, compassion, discipline, conscience et désir de servir, alors nous pouvons modifier le destin même de la nation. La liberté n'est pas seulement politique, elle est intérieure. Une révolution qui libère un pays sans libérer le cœur de son peuple demeure incomplète. La vraie liberté commence lorsque l'homme n'est plus esclave de la peur, de la cupidité, de l'orgueil, du mensonge et de la vengeance. Haïti a déjà connu une grande révolution extérieure. Maintenant, elle a besoin d'une grande révolution intérieure. La mission d'Haïti n'est pas terminée. Cette nation porte une grande douleur, mais elle porte aussi une grande force. Elle a montré au monde que des esclaves pouvaient se lever et briser les chaînes.
Elle doit maintenant montrer au monde qu'un peuple blessé peut se relever par la conscience, par la vérité, par la justice et par la lumière intérieure. Le destin d'Haïti ne sera pas transformé uniquement par les discours politiques. Il sera transformé lorsque chaque Haïtien commencera à se transformer lui-même. Lorsque le peuple se purifiera, la loi lui donnera de meilleurs dirigeants. Lorsque la conscience se réveillera, la trahison perdra sa force. Lorsque l'amour remplacera la haine, la nation commencera à respirer autrement. Haïti est une terre de souffrance, mais aussi une terre de mystère, de courage et de possibilités. La vérité doit venir à la lumière, car seule la vérité peut briser les chaînes de la récurrence. Et c'est là le message principal de cet épisode. Pour guérir Haïti, il ne suffit pas de changer les gouvernements. Il faut changer l'homme, il faut changer la conscience, il faut changer le cœur. Car une nation nouvelle ne peut naître que d'un peuple renouvelé, présenté par John Simon.